tu le lances. Le vendredi, il y a une mise à jour de Claude. Et en fait, ton business, il est mort. La compétence la plus rare sur le marché à venir, ça va être le commercial. En fait, c'est pas la compétence commerciale en tant que telle, c'est le fait d'être quelqu'un de confiance. Mais par contre, une personne qui utilise l'IA va remplacer une personne qui n'utilise pas l'IA. Tu es capable de produire des applications, des sites web, etc. Mais si derrière, tu n'as pas un salesman ou un commercial qui va vendre tes produits, ça sert à rien de développer tout ça. La barrière à l'entrée, elle est de plus en plus basse. Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième épisode du format qui s'appelle Skills. On le tourne après le premier épisode. Ce premier épisode qui a bien fonctionné, on a parlé du sujet de la cybersécurité. Pour rappel, Skills, le concept, c'est de faire un podcast avec des experts dans un sujet spécifique qu'on choisit, qu'on prédéfinit. Et j'ai décidé de rassembler autour de la table deux personnes que j'apprécie et que j'ai eu le temps de discuter. On a eu le temps de se préparer, on a eu le temps de discuter aussi perso, on s'est vu dans des événements et tout. Aujourd'hui, je suis avec Anand et Jean que j'ai rencontré. De base, on devait faire le podcast limite 3 jours après. Ouais. Et le calendrier a fait qu'on s'est loupé un petit peu. On a dû reprogrammer. Mais ça aurait été marrant. Tu vois, vraiment, le 3 jours après, t'es dispo pour le podcast. C'est bon, on y va, tu vois. Ouais. Faut saisir les opportunités, c'est toujours intéressant. C'est ça. Anand, j'espère que tu vas bien. Ça va. Ça va, tout va bien. Anand, est-ce que tu peux te présenter? Je sais qu'on te voit souvent sur LinkedIn. Ouais. Tu es super présent sur LinkedIn. Je vois Anand Raman Kandasamy, docteur IA. Concrètement, ça veut dire quoi? Et en même temps, est-ce que tu peux m'expliquer justement ce que tu fais au quotidien? Ok. Donc, Anand Kandasamy, un docteur. Qu'est-ce que c'est qu'un docteur? Ça veut juste dire que tu as validé 8 ans d'études, donc Bac plus 8. Donc après ton diplôme d'ingénieur ou que tu as fait un master, tu as poursuivi 3 années en France et que tu as fait de la recherche pour valider ce niveau-là. Un docteur en IA, qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire que pendant 3 ans, il s'est consacré à la recherche, qui n'est pas la même chose que être ingénieur. En recherche, tu vas essayer d'apporter, de faire avancer la science, peu importe dans quel domaine. Moi, je l'ai fait dans l'IA. Moi, ma thèse, elle porte sur l'application de l'IA sur des données de santé et d'environnement. Donc moi, j'ai aidé les personnes allergiques à se sentir mieux avec leurs allergies. Donc j'ai adapté des algorithmes d'IA qui existaient à un système de surveillance de la qualité de l'air, tout simplement. Et quand tu fais de la recherche, ce qui est super important, c'est de produire et de faire avancer la science. Donc pour ça, tu vas produire des articles scientifiques qui respectent un certain cadre. Donc tu vas faire ce qu'on appelle un état de l'art. Où est-ce que tu en étais avant? Enfin, où est-ce qu'on en était au niveau de la problématique scientifique avant que tu arrives? Qu'est-ce que toi, tu as testé comme approche et pourquoi tu dois tout justifier? Et après, où on en est après tes travaux. Donc tu vas préparer un article de recherche, tu vas publier, et d'autres pairs scientifiques, donc d'autres chercheurs, sont en phase de valider si tu as respecté la démarche scientifique et si ton article peut être accepté dans telle conférence pour que tu viennes parler et tout. Et une fois que tu as fait ça, à la fin, tu vas écrire ta thèse. Donc ça fait entre 150, 300, voire 400 pages. Et tu l'écris, mais est-ce que tu l'écris avec ChatGPT ou tu l'écris vraiment? Alors moi, il n'y avait pas de ChatGPT quand j'ai fini ma thèse. Ouais. Enfin, on arrivait à l'ère de DeepSeek ChatGPT, mais c'était très peu démocratisé, on était au tout début. Donc maintenant, je pense que oui. Mais on nous apprend, en fait, en tant que chercheur, à respecter une certaine éthique de la recherche. Et surtout maintenant, avec l'arrivée des LLM, à pas trop utiliser ça pour des tâches de rédaction. Donc, c'est super concret ce que tu me dis. L'idée, en fait, justement, là, durant ce podcast-là, on va discuter des sujets un peu techniques. On va essayer de démystifier. On va aussi parler, Jean, avec toi. Je te poserai la même question. Je te pose tout de suite même, d'ailleurs, la même question. Toi, on te présente comment, là, aujourd'hui? Je sais qu'on a discuté que tu bosses
concrètement dans l'IA. Je dis pas que lui il bosse pas, mais à chaque fois il me dit ouais je suis au chômage, tu vois. Et moi à l'époque quand je disais docteur IA et tout, je disais, même tu me racontais cette fameuse anecdote on reprendra sur ton père. Ouais. Tu me la raconteras tout à l'heure, mais c'est quoi un docteur en IA? C'est un mec qui soigne ou quoi? Tu vois? Alors que toi, Avec tu me une parlais blouse. avec une blouse ouais. ou une chemise, tu vois. Mais ce que tu m'as dit, toi, c'est que toi, concrètement, tu as l'application. Enfin, je sais pas si tu me diras si je me trompe, hein, mais toi, au quotidien, tu travailles avec l'intelligence artificielle dans ton poste, enfin sur ton poste, et tu as même participé à la mise en place de certains process en IA. Donc, toi, concrètement, comment tu te présentes aujourd'hui? C'est quoi ton rôle? C'est quoi que tu fais? Oui, effectivement. Alors, moi, je suis consultant en intelligence artificielle. Maintenant, un consultant, c'est un travail. Donc, pour être consultant, je suis ingénieur en intelligence artificielle. C'est ma spécialité, on va dire théorique, scolaire. Maintenant, on a aussi des consultants qui sont docteurs en IA, etc. Et concrètement, moi, dans mon quotidien, ce que je fais, c'est que j'accompagne des entreprises, donc notamment du CAC 40, mais c'est surtout pour des raisons financières, hein. Donc j'accompagne des entreprises à utiliser, à exploiter au mieux ce qui peut être fait avec de l'intelligence artificielle. Donc ça peut être notamment sur la partie acculturation, c'est-à-dire on va se dire, qu'est-ce que c'est l'IA, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Une fois qu'on sait ce que peut faire l'IA, on va voir aussi... quels sont les cas d'usage, c'est-à-dire quelles sont les actions, les workflows qu'on peut mettre en place avec de l'IA pour gagner du temps ou bien pour contribuer à avoir plus d'efficacité, etc. Et une fois qu'on va prioriser ces cas d'usage, on va pouvoir aussi avoir une partie un peu architecturale où on va se dire, OK, maintenant que je sais que je veux faire ce cas d'usage, quel modèle d'IA je vais utiliser. On va peut-être en parler, hein, des différents Modèles et tout. des lexiques, hein, les Mhm. modèles. Donc, quel modèle d'IA est-ce que je vais utiliser de l'IA générative ou de l'IA classique? Ça aussi, c'est super important parce que l'IA générative, ça ne fait pas tout. Et une fois qu'on a vu toute cette partie architecture, on va avoir aussi des développeurs qui vont développer ces outils d'IA. Ok. Et moi, je fais le lien entre ce qu'on appelle les métiers, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin de ces outils d'IA, et les développeurs qui, eux, vont développer ces outils d'IA. Exceptionnel, c'est intéressant à voir aujourd'hui. C'est pile la composition que je voulais avoir pour lancer un podcast hyper dynamique. Et l'anecdote, du coup, qui est assez marrante, c'est que vous vous connaissez depuis toujours, en fait. Ouais. Vous étiez à l'école ensemble. Quelle classe? Ouais, on s'est rencontrés en CM1, CM1, CM2. ouais. CM1, CM2, ouais. Ouais. En fait, il n'était pas dans la même classe en CM1. Ok. Et en CM2, on s'est retrouvés dans la même classe. Ouais. Alors, Anand, il a une mémoire incroyable, donc peu Ouais. importe ce qu'il va dire. Tout à l'heure, tout est vrai. Tout est vrai. Tout à l'heure, tu vois les mots de passe robustes là, Ouais. c'est généré. Il m'a dit t'inquiète, si tu me le dis pas, je vais le retenir, hein, donc t'inquiète pas. Non, il a une bonne mémoire. Super mémoire. Et effectivement, on s'est rencontrés en CM2, de la même ville, du même collège. On a fait quelques années de lycée, ensuite après, moi Et j'ai il y changé avait de un lycée. truc, il y avait un truc qu'on a discuté en off, enfin avant qu'on lance le podcast, c'était que vous étiez dans un parcours, enfin il y avait un parcours spécifique, non, ou un truc comme ça. Ouais, en fait, on a fait notre collège, enfin notre parcours en ZEP jusqu'au lycée, je crois qu'il n'était pas en ZEP. Mais donc, effectivement, nous, dans notre collège, on faisait partie d'une poignée de dizaines de personnes qui avons pu poursuivre en général. Ce qui, pour moi, était entre guillemets normal, mais lorsque je suis arrivé en école d'ingénieur, j'ai compris qu'en fait, non. La plupart des gens vont dans des lycées généraux, ils n'ont même pas conscience qu'il existe d'autres lycées que des généraux. Ouais. Donc c'était assez marrant. Mais avec Anand, on s'est toujours challengé l'un l'autre, ouais. et ça a toujours été. Enfin, moi, j'ai toujours apprécié en fait. Parce que c'était toujours t'as 19, moi j'ai 20, ou bien la prochaine fois c'est l'autre. Et puis on a toujours été passionnés d'informatique dès le départ. On est tombé dedans sur le site du Zéro, maintenant Open Classroom. Et voilà, donc c'est super. Enfin, je suis super content que tu nous réunisses tous les deux pour faire ce podcast. Ouais, en fait, au final, on passe un bon moment. Et en plus de tout ça, je sais que vous étiez t'étais aussi au lycée Corot à Savigny. Ouais. J'ai fait un an à Corot et après j'ai dû partir. Ouais. Moi, c'est une fierté, tu vois, perso. Ouais. On va faire un big up de fou au lycée. Déjà, un premier big up au lycée Pont-de-Chérien
De Pondichéry, lycée français de Pondichéry Pondichéry, qui fête ouais. ses 200 ans, il me l'a dit tout à l'heure. Cette année. Cette année, les 200 ans du lycée français de Pondichéry, un gros big up à Pondichéry. Big up. Et un autre gros big up à mon lycée que je kiffe. Moi, je suis de Savigny, moi. Ok. Je suis de fait aussi Savigny-sur-Orge. Corot, J'ai fait Corot, moi. Ok. Et un gros big up au lycée Corot. Le château. Le château. Moi, j'habite juste à côté. Ok. Châteaubriand, à côté de la rue où il y a tous les kebabs et tout. Ok. Et j'ai bossé dans les kebabs et tout en même temps que le lycée. Donc, un gros big up au lycée Corot. Et du coup, monsieur Cohen. Ouais, monsieur Cohen, ouais. Incroyable. Merci. Incroyable. Monsieur Il y a Cohen, deux Ce Cohen, mais les deux professeur Cohen, moi j'ai eu la chance Ouais. d'avoir les deux, donc merci Ce à vous. professeur est incroyable. Tu sais, moi, les profs, et ça, je te lance sur ça exprès, en fait, c'est que du coup, toi, t'es Tamil, tu vois, d'origine, moi aussi, hein. Mais vous portez un peu plus ce truc-là chez vous, parce que du coup, nous, côté religion, on va pas jusque-là sur ces trucs-là, mais on a quand même, je sais que mes parents, ils m'ont dit ça, et je pense qu'au final, c'est des valeurs qui se transposent à toutes les cultures, hein, aussi, comme je t'intègre aussi, parce que, en fait, on dit toujours que l'importance des parents, et on place au même endroit. Tu l'avais raconté, et du coup, ça me permet aussi de rebondir sur ça. C'est quoi, justement, cette éthique-là? C'est Mada pour la mère, Pida pour le père, Guru, c'est l'enseignant en fait, celui qui t'enseigne. Et à la fin, on dit Devan pour dire que ces trois entités sont équivalents à Dieu en fait. Ouais, voilà, tu vois, on positionne très très haut les gens qui nous apprennent des choses et qui nous enseignent et tout. Et ouais, c'est hyper cool de se réunir comme ça. Justement, tu vois, et cette légitimité à enseigner, à parler du sujet de l'IA, en fait, pourquoi je le fais? C'est parce qu'aujourd'hui, on a des experts IA qui sortent de nulle part, alors que là, on voit tout de suite qu'on parle avec des personnes qui ont bossé sur l'intelligence artificielle. Concrètement, toi, tu as fait de la recherche, toi, tu as fait aussi des études poussées, etc. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, on a un boom de l'IA. On a parlé de ChatGPT, on a parlé de tu vois, les modèles DeepSeek qui sont arrivés 2024, 2023 et tout. Aujourd'hui, tout le monde sait utiliser ChatGPT, tout le monde sait utiliser Gemini, tout le monde sait même carrément dire ouais, mais en fait, j'ai demandé à Claude parce que j'ai demandé à Gemini. Tout le monde sait le faire. Tu vois, ce chatbot-là, il est venu faciliter parce que c'est du langage. Mais même avant ça, l'intelligence artificielle, ça a toujours existé. Quand on joue à FIFA contre la PlayStation, on joue contre l'ordinateur. En vrai, c'est une forme d'intelligence artificielle. En fait, c'est l'ordinateur, quoi. Concrètement, on utilise souvent l'IA sans vraiment le savoir. Et surtout, encore avant, maintenant, aujourd'hui, on est de plus en plus conscient. Y a quoi, concrètement, qui a fait que les gens, ils ont complètement changé? C'est quoi qui nous a un peu réveillés? Tu penses qu'il y a quelque chose qui s'est passé structurellement, tu penses? Alors, déjà, je veux juste revenir sur le terme d'expert. C'est vrai que c'est un terme qui peut être un peu galvaudé, parce qu'en fait, il n'y a pas un diplôme qui dit que tu es expert. Moi, par exemple, je me vois plus comme un passionné d'IA que comme un expert d'IA. Ça ne veut pas dire que j'y connais rien, je connais des choses en IA, mais plus, et je pense qu'Anand, tu seras d'accord avec moi, plus tu te renseignes dans l'IA et plus tu te dis ouais, il y a des personnes, ce sont vraiment des monstres en fait, ils sont vraiment super forts, et plus tu te rends compte aussi qu'il y a des choses que tu ne sais pas et que tu dois apprendre aussi. Donc c'est pour ça que effectivement ça peut être un peu galvaudé ce terme d'expert. Et l'IA déjà, il faudrait peut-être qu'on définisse un peu ce qu'est l'intelligence artificielle. Et tu vois, l'intelligence artificielle, tu me diras, Anand, aussi ce que tu en penses, c'est un domaine pour moi de l'informatique qui a été créé en 1956 lors de la conférence de Dartmouth, où en fait on avait différents scientifiques, mathématiciens, physiciens, tout, qui se sont réunis et qui se sont dit, en fait les gars, un jour on n'aura plus besoin de dire à la machine quoi faire. La machine pourra d'elle-même réaliser des actions ou apprendre des choses. Et ils ont dit, en fait, ce domaine-là, on va l'appeler intelligence artificielle. Et donc, effectivement, lorsqu'on parle de 1956, voilà, forcément, moi, j'étais pas né, mes parents n'étaient pas nés. Ouais. Donc voilà, l'intelligence artificielle existe depuis très longtemps. Ouais. Et est dans notre quotidien depuis très longtemps. La vraie révolution, en fait, avec l'IA générative, c'est qu'on a eu une technologie de pointe qui a été mise dans la main de Madame Michoui, de tout le monde en fait. Et c'est là en fait qu'il y a une révolution, c'est une révolution par l'usage, parce qu'on a pu avoir des enfants de 5-6 ans qui, en langage naturel, donc en parlant comme je vous parle là actuellement, ont créé des jeux vidéo. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et c'est là que voilà, on a eu le boom avec ChatGPT, avec Gemini, avec Claude, avec DeepSeek, etc. C'est grâce à cette révolution par l'usage. Mais l'intelligence artificielle existe depuis très très longtemps.
Ouais. Et c'est quoi qu'on appelle, concrètement, c'est quoi qu'on appelle le machine learning, du coup? Ok, en fait, il y a eu trois phases au niveau de l'IA. Il y a la première ère qu'on appelle le machine learning. L'idée, c'est que tu vas essayer de piloter ton intelligence artificielle par de la donnée, mais aussi par des modèles mathématiques. En fait, un bon consultant en IA, il va avoir ces deux piliers-là. Il va être bon en informatique, il va être bon aussi en modèle mathématique, parce qu'il faut vérifier, il faut faire des tests statistiques sur tes données et tout avant de développer de l'IA derrière. Donc la première phase, machine learning va se concentrer là-dessus. Donc on va mettre des modèles mathématiques sur tes données et la machine va décider en utilisant ces concepts mathématiques. La deuxième phase, c'est le deep learning. Ok, ça a commencé à peu près dans les années 2000 et ça a explosé dans les années 2010. On va essayer de répliquer ce qui se passe dans notre cerveau au niveau Des connexions neuronales et des tout? connexions neuronales. Ok. On va essayer de reproduire ça au niveau de la machine. Donc ça a donné lieu au perceptron qui existait déjà depuis des années conceptualisé et tout. Mais l'idée, c'est comment on connecte tout ça pour former un réseau de neurones assez large et assez dense qu'on peut entraîner. Donc on va essayer d'entraîner comme nous, humains, on apprend. Par contre, la machine, elle apprend beaucoup plus lentement. Toi, tu prends ta nièce qui a 4 ans. Tu l'emmènes au zoo pour la première fois. Tu lui montres un zèbre, une fois dans sa vie. Si tu la ramènes au zoo 2 ans plus tard, dans un autre zoo, dans un autre pays, elle sera capable de dire, tonton, là je viens de voir un zoo. Par contre, pardon, Un un zèbre. zèbre. Par contre, une machine, c'est pas le même cas. Ah, parce que le contexte, il change à chaque fois. Pas du tout, c'est pas ça. C'est qu'elle a besoin de voir des Ok, milliers, ouais. voire des milliards d'exemples Pour avant bourrer le de truc, pouvoir généraliser. Il crée, Et encore une fois, qu'est-ce qu'elle fait? C'est reste purement statistique. Ok. C'est-à-dire, elle va extraire à partir d'une image plein de données, ok? Et elle va essayer de faire un matching. Elle va te dire, là, de ce que j'ai extrait, ça ressemble à 98% à un chien, mais elle va dire aussi, il y a des il y a des caractéristiques partagées avec d'autres animaux, comme un loup, et ainsi de suite. Mhm. Et donc, c'est comme ça que la machine, elle apprend. Elle va extraire des caractéristiques et elle va faire des matchings avec ce qu'elle a en connaissance, mais ça prend beaucoup, des milliers d'exemples. Mhm. Et donc, ça, c'est la deuxième phase, le deep learning. Troisième phase, l'IA génératif, parce que, en fait, en parallèle de tout ça, on a commencé à exploser en termes de données. Il y a eu beaucoup de big data. On a commencé à stocker beaucoup de données avec tout Internet. Et est-ce que c'est grâce aussi en même temps le développement du coup du hardware, enfin le fait qu'on réussisse plus facilement à stocker Ouais. C'est surtout les réseaux sociaux aussi, Ouais. ou bien même les téléphones portables, parce que là où avant on avait besoin de payer des personnes pour dire bah tiens c'est un chat, c'est un chien, c'est un chat, c'est un Ouais. chien. Là en fait sur Facebook, c'est le X, peuple en fait, ouais. le peuple a commencé à mettre bah regardez mon super chat, regardez mon super chien. Ok, Et d'accord. c'est pour ça que les leaders de l'IA actuellement, les laboratoires les plus avancés en IA sont souvent des GAFAM ou des personnes qui ont énormément de data. Ah, c'est intéressant. En fait, c'est naturellement l'humain lui-même qui crée sa data, en fait, au final. Exactement. Mais maintenant, cette data, elle est aussi créée par l'intelligence artificielle Oui, générative maintenant, oui. et ça posera des problèmes qu'on va en parler Ok. plus tard. Donc, du coup, là, techniquement, là aujourd'hui, on est dans cette troisième phase avec l'IA générative. Donc, du coup, avec les modèles, du coup, justement, qui sont basés sur du langage. Au final, c'est ce que tu disais, Jean, c'est que c'est grâce à l'usage massif et donc une révolution par l'usage. Mais moi, j'ai encore senti un autre virage. Je sais pas si c'est juste parce que j'ai pris le virage que maintenant ou pas. Et j'ai fait une petite vidéo un peu hors série avec Fayaz et Samir, qu'on salue, qui sont venus nous dire, en fait, tout simplement, leur ressenti durant les quelques derniers mois où, en fait, on a subi, tu vois, genre toutes les mises à jour et toutes les informations sur X avec Anthropic qui ont lâché Claude Cowork, Claude Code, OpenClaw, etc. Ouais. On était un petit peu perdus. On s'est dit, tu sais quoi, on va se mettre un deep focus au bureau, au travail. On va essayer de prendre le virage du truc, sinon on va se louper et on comprend rien à ce qui se passe. Tout comme par exemple, quand moi je t'en ai parlé rapidement, je t'ai dit, en fait, c'est incroyable. Vu que lui, il est dedans, lui il n'a pas pris un tsunami. Il a pris vite fait, il a surfé, tac, tac, tu vois. Nous, on a pris un tsunami, tu vois, on s'est mangé le On a eu truc. un peu d'eau quand même. Ah, en fait, pourquoi? Parce que ça va trop Parce vite. que c'est impressionnant pour tout le monde. Hein. Ok, Très d'accord. concrètement, c'est pour parler de la révolution agentique, donc des agents IA, qu'est-ce que c'est? C'est que la plupart des outils, des systèmes d'IA, pour reprendre le terme, que l'on utilise, sont basés sur des grands modèles de langue, large language model.
D'accord. Et en fait, ces grands modèles de langue, comme l'a dit Anand, en fait, ce sont des outils statistiques qui vont juste vous proposer les mots suivants, un nombre incalculable de fois, un peu comme sur votre téléphone portable, lorsque vous allez écrire quelque chose, on vous propose le mot suivant. Ok. Et en fait, sur ces modèles de langue, on va rajouter une mémoire pour pouvoir stocker de la data. On va rajouter aussi en fait des outils, donc la capacité pour le modèle de pouvoir agir, par exemple sur votre ordinateur, sur votre adresse email, etc. Et en fait, c'est grâce à ça que ce modèle, donc ce cerveau, ce LLM, il va être en capacité de réaliser des actions, d'agir, et donc comme il peut agir, on l'appelle un agent. Voilà, c'est ça en fait un agent, c'est un cerveau, donc un modèle qui est en capacité de réaliser des actions, qui a une mémoire et qui peut en fait avoir un certain niveau d'autonomie. Et là où c'est assez incroyable, et c'est ce qu'on appelle aussi dans le jargon les propriétés émergentes, c'est que parfois, et même Anthropic ou OpenAI, pour ne citer que, vont vous le dire, parfois on entraîne un modèle, on lui donne des couches d'outils pour réaliser des actions et on se rend compte qu'ils sont en capacité de réaliser des actions qu'on leur a pas demandé de faire. Ils sont proactifs. Ils sont proactifs, mais ils sont même En capacité de découvrir des choses. voilà, de découvrir des choses qu'on leur a pas demandé. Par exemple, on entraîne un modèle pour pouvoir bien écrire du texte et on se rend compte qu'il sait faire des mathématiques. Mais à aucun moment on lui a dit de faire des mathématiques. Ok. Et c'est là en fait que c'est super intéressant. C'est cette capacité derrière de pouvoir utiliser ces propriétés émergentes aussi pour faire d'autres choses. Ok, mais là, tu vois, concrètement, quand tu parles d'agent, ça nous fait rentrer dans le deep, dans le sujet, tu vois, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde parle d'agent IA, tu vois, et même il y a des outils qui te vendent des agents IA, il y a des trucs qui te vendent des agents IA. Enfin, de toute façon, c'est toujours le business qui gagne, hein, c'est un marché qui va gagner. Et j'ai l'impression qu'aussi que toutes ces sociétés qui tournent avec l'IA, ils ont trouvé enfin un marché. Parce que à l'époque où tu faisais de la recherche, j'imagine qu'en fait, il n'y avait pas de réel marché, donc il n'y avait pas des acheteurs et des abonnements et tout. Aujourd'hui, c'est un big business, tu vois. Les gens, ils payent des mensualités parce qu'ils veulent justement utiliser ces modèles-là et tout. Est-ce que concrètement, si on fait ce parallèle-là, et en fait, je te pose aussi la question, enfin, je vous pose la question à tous les deux, vous me dites, vous répondrez comme vous voulez. Toi, par exemple, tu as mis en place des choses chez tes clients et tout. Est-ce qu'un client, aujourd'hui, et même du coup les entreprises, elles vont préférer parfois paramétrer et mettre en place des agents qui vont bosser 24/24 et donc payer du coup des boîtes plutôt que prendre des personnes sur des tâches répétitives, sur des trucs comme ça. Est-ce que c'est ce qui va vers quoi on va aller de plus en plus? Alors, c'est une question qui a l'air simple, mais qui n'est pas si simple, parce qu'il y a plusieurs choses qui se jouent. Déjà, il y a différents niveaux d'agents. Après, voilà, il y a des puristes qui diront ah non, pour moi, je considère qu'un agent, c'est forcément le dernier niveau. Mais tu as le niveau agent, c'est un assistant. Donc, c'est un assistant qui peut réaliser une action. Il a un certain niveau d'autonomie qui est assez faible, mais tu es obligé de lui dire des choses, tu es obligé de lui plugger des choses, etc. Ok. Et tu as l'agent, et tu as le dernier niveau, pour faire court, qui est vraiment l'agent proactif. On parle par exemple d'OpenClaw ou de Cloud Cowork ou des choses comme ça, qui vont dire ah ben ok, j'ai vu qu'il y a ça, que tu as ça à faire dans ton agenda et j'ai déjà en fait anticipé, voilà, je t'ai déjà préparé le PowerPoint, etc. Qui peut là, pour les agents qui sont très avancés, être comparé à un employé par exemple. Et en fait, pour une entreprise, c'est très compliqué parce que ça dépend déjà de la culture, tu vois. Déjà, en France, on est beaucoup plus touchy là-dessus. Ouais. Alors que, par exemple, si je prends l'exemple des États-Unis, tu vois, Oracle, ils ont eu un bénéfice record, je crois, de 80%, et ils ont annoncé licencier entre 10 et 20 000 personnes. Parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit, bah, déjà, on a besoin de prendre plus d'argent pour pouvoir investir plus dans l'IA, dans les data centers, etc. Ouais, complètement. Et en même temps, on a des agents qui vont pouvoir réaliser vos actions. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a les effets d'annonce. Effectivement. Ça fait peur quand même, tu vois. Ça fait peur d'un point de vue ressources humaines, ça je suis d'accord. 2, il y a les effets d'annonce un peu marketing où je suis une boîte tech. Aujourd'hui, si je fais pas de l'IA, je suis un peu mal vu, je peux pas bien recruter. Apple, ils ont eu pas mal de problèmes là-dessus parce que justement, on les attendait au niveau des modèles et ils étaient un peu en retard. Donc voilà, il y a des sujets par rapport à ça. Donc il y a pas mal d'annonces qui sont faites aussi d'un point de vue marketing. Ah, tu sais, moi, juste, j'ai entendu,
Je l'ai pas vu, tu vois, donc c'est peut-être une news, une fake news X, tu vois. Ouais. Mais c'est pas Oracle, c'est une autre boîte qui a licencié plusieurs milliers de personnes. IBM? Peut-être IBM, tu vois. Et genre, en gros, ils ont envoyé un courrier avec juste écrit IA, tu vois, ou AI plutôt, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu, c'est un peu violent quand c'est même. un peu violent, tu vois. Il arrive à 6h du matin. Oracle, Ah non, ouais, c'est- ça C'est vrai, arrive c'est vrai. Oracle, ça arrive à Peut-être 6 c'est heures du Oracle matin. ou. Ouais. Enfin, je sais pas, je confonds. En tout peut-être. cas, juste un seul courrier AI, tu vois. Pas de blabla. Ouais, après, je sais qu'il y a C'est par vrai, tu exemple. parles de culture, tu vois, mais donc, ça en France, ça n'arrivera jamais, ça, tu vois. Je sais pas pour dire jamais. En tout cas, ce qui est réel, c'est que le FMI, donc le Fonds monétaire international, ils ont dit que 60% Métier. de nos métiers seront impactés par l'IA. 60%. Et Ouais. encore, pour moi, c'est une vision basse. Pour moi, 90% des métiers seront impactés par l'IA. De la même manière aussi, et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir peur non Ouais, plus, ouais. de la même manière qu'on a été impacté par le numérique. Ah, pour le numérique tout Moi, court. j'aime Ouais. bien prendre un exemple. Quand je dis, l'IA ne va pas forcément vous remplacer, mais par contre, une personne qui utilise l'IA Elle va va vous remplacer une personne qui n'utilise pas l'IA. Parce que si demain, tu vois, tu es un patron, tu recrutes une personne et tu lui dis, ben, écoute, est-ce que tu peux me faire une recherche sur telle et telle entreprise ou tel sujet, j'en ai besoin, etc. Et, voilà. Et la personne a dit, ok Nassir, alors attends-moi juste une seconde, je vais à la bibliothèque, Ouais, je vais chercher dans des feuilles, et après, ce soir, je reviens et je te ferai un compte-rendu. Tu vas dire, bah, pourquoi tu vas pas juste sur Google, comme tout le monde, utilise ton ordinateur pour faire des recherches. Et dire, ah non, non, moi par contre, Google, ou bien même les moteurs de recherche, c'est pas pour moi, etc. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, bah, attends, tu me fais perdre du temps. Parce que le temps où toi, t'as beau être clément, franco-français, entre guillemets, et te dire, non, mais effectivement, il veut pas utiliser le numérique. Ben, ok, soit on va attendre. Mais ton concurrent, lui, il va pas il va attendre. vite, ouais. Et le marché capitalistique, lui, Mm. il est comme ça. Donc en France, effectivement, on a une certaine inhérence. On a des boîtes qui sont quand même assez solides. On a aussi un système social qui est aussi un peu dans Protecteur, la protection, ouais. protecteur. Ouais. Mais néanmoins, à un moment ou à un autre, il y aura un virage à prendre. Peut-être qu'on ne le prendra pas aussi violemment qu'aux États-Unis, parce que voilà, c'est différent. Mais il y aura quand même un virage à prendre. Donc c'est pour ça que moi, le conseil que je donne, c'est toutes les personnes qui sont dans des entreprises où il y a des formations sur l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à suivre ces formations. N'hésitez pas aussi à regarder, à être proactif, à voir comment est-ce que vous pouvez utiliser l'IA dans votre quotidien et à embarquer aussi vos managers. Parce que c'est comme ça aussi que vous allez comment dire, cultiver L'entourage. l'entourage et aussi cultiver la valeur perçue sur le marché. Et même si c'est pas dans cette entreprise, ce sera dans une autre entreprise. Je suis persuadé que les recrutements, il y aura forcément maintenant une question, comment est-ce que tu utilises l'IA pour améliorer ton quotidien de la même manière Ça que... fera partie du process de recrutement, c'est sûr et C'est certain. ça. Je sais même pas si c'est pas déjà le cas. Mais du sur- coup, Pas partout encore, malheureusement. du coup, l'IA, tu le mets où sur ton CV? En soft skills, en hard skills? Ça, c'est- Bah, déjà, ça dépend de ton métier, j'ai envie de dire. Ouais. Nous, c'est un peu notre hard skills Ouais. aussi, tu vois. Ouais, ça dépend. Donc, ouais. mais maintenant, oui, je pense que de la même manière que maintenant, c'est un peu bullshit de mettre PowerPoint, Excel. Enfin, Ouais. pour moi, c'est un Ouais, peu... quelqu'un qui met encore ça en compétence, du coup, là, il abuse un peu, tu vois. Voilà. Mais par contre, moi, je reçois un CV d'une personne qui dit, ben voilà, pour m'aider dans mes tâches, je peux paramétrer un agent IA sur Copilot si vous avez la suite Microsoft, ou bien si vous avez des agents internes, etc. Ça me permet d'automatiser ça, ça, ça. Bah, tout de suite, tu te dis, ok, le gars, il est smart. Ouais, il est Ou connecté. la femme est smart. Il fait avancer, ouais. Elle fait avancer la chose. Donc voilà, go. Je pense que c'est une plus-value importante. Et là où c'est pas une plus-value, j'ai envie de dire presque. Ben, peut-être qu'il faut faire attention et regarder un peu est-ce que c'est intéressant d'aller dans cette boîte. Parce qu'une boîte qui ne prend pas le virage de l'IA, sans être alarmiste, à un moment donné, Elle ça va dans le coince. mur, ouais. Moi, je pense, tu vois, tu l'as très bien dit sur le fait de se former. Et en fait, le message, il va directement à ceux qui sont déjà dans l'IT, déjà pour commencer. Ceux qui sont déjà dans l'IT, qui sont devs, qui sont. En général, ils ont une sensibilité à faire de la veille, donc à Ouais. utiliser les différents modèles, à commencer à s'accompagner, à faire du code et tout, tu vois. Donc, ça a complètement changé la vision du truc. Mais tu vois, la question que j'ai pour toi, Anand, c'est, tu vois, un mec qui est au lycée aujourd'hui
qui est en train de s'orienter et tout, tu lui conseilles quoi s'il veut justement bosser vraiment dans le technique et tout? C'est quoi le parcours qu'il devrait avoir? Ok, moi je pense que c'est un peu les mêmes parcours que nous on a eu. Là, il y a énormément de ressources disponibles sur YouTube. Après, moi je fais ma veille personnelle, je la fais sur Reddit, en anglais sur des subreddits. Ouais, Après, moi je dirais, hein, l'anglais ça devient obligatoire dans l'IT et encore plus dans l'IA, ok. tu vois. Donc c'est déjà de faire ces veilles-là. L'autre partie, si je reviens un peu en arrière, j'ai dit qu'il fallait beaucoup de maths pour faire de l'IA. Mhm. Alors, moi, je dirais quand même de se forger un esprit mathématique. Ça permet aussi de D'accord. comprendre un peu ce qu'il y a derrière l'IA, de décrypter. C'est pas forcément obligatoire maintenant, mais d'avoir une veille régulière de où on en est au niveau de la technologie, Mhm. où est-ce qu'on va aller dans les jours à venir, d'être un peu proactive. Alors, l'idée, c'est pas de se réveiller chaque jour, chaque matin, d'aller sur Reddit pour connaître la dernière hype et aller tout de suite la tester, mais au moins avoir une veille mensuelle, tu vois, les dernières actus, qu'est-ce qui s'est passé et tout, de prendre un peu de temps dans la semaine, Ça à tout niveau, à c'est-à-dire que tout niveau. par exemple un étudiant lycéen, Ouais, il doit déjà se mettre dans cette démarche-là à faire de la veille active, tout exactement. comme quelqu'un qui est sur le marché, qui a 10 ans, 15 ans d'expérience dans l'informatique de manière générale, un développeur ou même un testeur, Ouais. même quelqu'un d'un peu moins technique comme un business analyst, un product owner ou quoi, Ouais. il devrait faire ça. Ouais, il devrait tester. Donc, regardez c'est quoi la news la plus haute du mois Ok. autour de l'IA. Deuxièmement, l'appliquer à son métier, à lui. Et s'il est lycéen, bah, l'appliquer dans ses études, comment l'IA peut l'aider. Ok. Donc, ça veut dire qu'il devient bah, vraiment proactif d'utilisation de l'IA. Ouais. Et ça va être un soft skills qu'il va développer à venir. Après, s'il est plus curieux, s'il est plus technique, bah, il plonge dans la partie maths, info, il essaie de comprendre en détail. Ingénierie et tout, Mais ouais. sinon, peu importe, il faut avoir le soft skills, c'est ce dont on a discuté avec Jean juste avant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de garder son esprit critique vis-à-vis de l'IA. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes tout déléguer à l'IA, et du coup, On n'a bah, plus rien à faire. plus rien à faire. Et Ouais. du coup, ça, c'est pas bon. Moi, je dirais, en fait, il faut que tu saches bien piloter l'IA, mais pas que l'IA te domine. En fait, il y a deux catégories de personnes dans la vie. Il y a ceux qui essaient d'adapter l'IA, de la personnaliser dans son métier, dans son utilisation et tout. Eux, c'est les profils qui vont exploser dans les années à venir. Et il y a ceux qui utilisent juste l'IA et qui délèguent à l'IA et qui laissent l'IA faire. Là, tu n'as plus d'esprit critique. Bah, en fait, bah, l'IA va te remplacer tout simplement. Donc, il faut privilégier la première voie et laisser l'autre voie de côté. Ok, super. C'est ça. Clairement, d'ailleurs, il y a un papier de recherche qui a été publié qui expliquait que, en fait, si tu n'utilises pas l'IA avec un esprit critique, comme le dit Anand, tu peux vite te retrouver dans un cercle où l'IA va glorifier et te faire croire que tu es génial, Elle dit ce alors que que tu as envie d'entendre. tu l'es pas tant que ça. Et il y a un gars qui, pendant 2 semaines, était persuadé d'avoir trouvé quelque chose de révolutionnaire, alors que c'était pas du tout révolutionnaire, c'était juste l'IA qui l'a embourbé. Et Anand, il m'avait aussi présenté, c'était le premier qui m'avait présenté l'outil NotebookLM. Ouais. Donc peut-être que tu peux en parler, parce que je trouve que c'est un outil qui est vraiment génial aussi. Ouais. Tu connais NotebookLM? Non, et en plus, c'est Hassan au bureau, il m'a dit d'utiliser NotebookLM. Ok, NotebookLM, c'est développé par Google. Ouais. Donc c'est vraiment, il faut aller sur notebooklm.google.com Ok. pour l'ouvrir. Et l'avantage, c'est que en fait, quand tu l'ouvres, tu as 3 fenêtres séparées. À gauche, tu as les sources. Ok. Donc quand tu importes, c'est toi qui importes tes sources. Ça peut être vidéo, PDF. Je crois que juste PowerPoint, tu peux pas. Il faut convertir en PDF avant de l'importer. Donc tu as beaucoup de sources. Suivant l'abonnement que tu as, es limité à 50, 300, 1000 sources chez Google. Au centre, tu as accès. En sachant juste que Ouais. on peut y accéder aussi gratuitement. Ouais, c'est gratos. Voilà. Hein. Dans la version gratos, c'est C'est 50 incroyable sources. vu la suite. Hein. Exactement. Au centre, tu as la discussion, c'est-à-dire tu peux chatter avec une IA. Comme un C'est- chat GPT. tout. Exactement, mais Ouais. sauf que cette IA-là, elle est branchée à tes sources. Ok. Et ça réduit très fortement le risque qu'on appelle d'hallucination. Une IA peut t'inventer des choses qui n'existent pas. Ok. On le voit de moins en moins dans le texte. Enfin, c'est pas trop visible dans le texte, mais quand tu fais des images ou des vidéos, ça te rajoute un sixième doigt ou ça va te déformer un peu. Ouais, sur les vidéos, Voilà. au début, on détectait facilement. Comme Exactement. ça, ouais. Dans le texte, tu le verras plutôt quand tu vas poser des questions juridiques, avocats et tout. Il peut t'inventer des textes de loi qui n'existent pas en France, mais qui existent plutôt aux États-Unis parce que l'IA est entraîné beaucoup, beaucoup sur de l'anglais, tu vois. J'ai une petite anecdote Ouais. rapide. Tu vois, nous, on fait du portage.
On fait de l'accompagnement, on fait du conseil et tout, du conseil juridique, conseil social, conseil fiscal et tout. Donc Café Crème Club, moi c'est ce que je fais au quotidien. Et en fait, maintenant, je me retrouve à discuter avec des consultants qui ils me posent des questions et je sais qu'ils l'ont posé à ChatGPT et compagnie et ils arrivent armés, tu vois. Ouais, mais en fait, apparemment, l'acre, je peux l'avoir quand même parce que machin et tout. Et en plus, j'ai moins de 37 ans. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Ça, il n'y a pas, ça n'existe pas. Et en fait, ça a créé des nouvelles personnalités, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Les gens, ils viennent armés, tu vois, en mode, si, je suis sûr, je connais, je sais de quoi tu parles. C'est un très gros sujet. Moi, j'ai des amis RH qui me disent c'est un énorme sujet. Surtout les gens qui envoient leur fiche de paie à ChatGPT et qui disent est-ce qu'il y a des erreurs. Et après, ils te pondent un mail aussi énorme avec ChatGPT en disant bah, regarde, t'as fait une erreur et qui réclame les centimes et les euros. Voilà, alors que pas du tout en fait. Et donc, c'est un vrai sujet. Ouais, bah en tout cas, tu vois, ça, c'est la petite anecdote, c'est ça, bah tu vois, bah, pile, on est pile dedans. Il faut. Tu l'as dit pile, hein, juridique et tout, en général, il y a des hallucinations. Il y a des hallucinations et ils viennent challenger, tu vois. Mais je reprends où j'en étais. Donc au centre, tu as vraiment ça. Et vu que tu as mis tes sources à gauche, en fait, l'IA, elle est fermée dans cet écosystème-là. Elle se basera uniquement sur tes sources. Et chaque réponse qu'elle va te faire, chaque phrase vraiment qu'elle va te faire, elle va te dire bah, j'ai utilisé telle source, tel paragraphe, telle vidéo pour t'écrire ça. Donc ça te permet d'auditer vraiment la réponse et tu es vraiment dans un écosystème fermé. C'est pas le plus fort. Le plus fort, c'est le troisième volet. Tu as un onglet studio dedans, mais qui est incroyable. Tu peux cliquer sur audio, ça te génère un podcast audio. Tu peux prompter sur quoi il faut qu'il se focalise. Et tu as vraiment 2 autres IA qui viennent parler. Moi, j'ai fait le test avec pas mal d'étudiants. Parfois, ils n'y reconnaissent pas. C'est-à-dire, je leur montre l'extrait à part de Notebook LM. Je demandais, est-ce que là, vous pensez que c'est naturel? Ils me disent, ouais, c'est naturel. Et après, je leur montre la même truc sur Notebook LM. Elles me disent, ah non, mais maintenant, la voix, on voit et tout, tu vois. Mais c'est après que je leur ai montré. Mais quand j'ai fait le test, ils sentent pas. Donc, ça te fait des podcasts audio. Notamment si tu le fais en anglais, ce qui est stylé, c'est que tu peux te faire inviter dans le podcast avec les 2 IA. Tu leur poses des questions, les 2 IA débriefent avec toi, ils te font poser d'autres questions et tu peux faire vraiment enregistrer un podcast en live. Uniquement en anglais pour le moment, c'est disponible. Après, tu as la partie audio, et moi, ça m'aide énormément au quotidien parce que moi, je suis quelqu'un qui mémorise assez vite quand c'est auditif. Et donc, il y a plein de choses où je mets des PDF de 300, 400 pages et tout. Je génère un petit podcast. Et maintenant, au lieu de me connecter sur Spotify, bah, je me lance ce petit podcast de 30 minutes quand je suis en train de conduire et j'apprends plein de choses. Ça, c'est vraiment stylé, tu vois. Complètement d'accord. Deuxièmement, tu as une partie vidéo. Alors, les vidéos, c'est très scripté en fait. C'est comme des slides avec une voix par-dessus, mais c'est déjà pas mal en vrai. Ça te permet d'avoir une petite vidéo interactive, ludique pour comprendre et décrypter le sujet. Ensuite, tu as la partie PowerPoint qui vient d'être lancée. Donc, c'est l'IA qui s'appelle NanoBanana qui permet de générer des images de Google qui sont utilisées. Mais du coup, ça te génère 15-20 slides, deck très complet, mais c'est que des images, c'est-à-dire le texte, tu ne peux pas l'extraire. Et là, petite astuce pour ceux qui nous écoutent. Là, c'est de la valeur pure, écoutez-nous. Donc, si vous voulez éditer des textes, des PowerPoint qui sont générés par Notebook LM, bientôt, ils vont le rendre éditable. Là, ils ne l'ont pas encore fait. Vous téléchargez le PPTX, vous l'importez dans Canva. Dans Canva, si vous avez la version Pro, vous pouvez cliquer sur éditer et capturer le texte. Vous capturez tout le texte, ça le transforme en OCR, et là, il devient éditable, comme PowerPoint. Voilà, petite astuce, cadeau. Donc, du coup, pour revenir à la discussion, tu as PowerPoint. Après, tu peux faire des notes de synthèse très orientées, des business plans et tout, à partir de toutes tes sources. Et moi, ça m'aide vraiment au quotidien sur pas mal de choses. Incroyable, franchement. Et juste aussi, il y a les infographies. Ouais. Qui sont parfois sous-estimées. Mais ça peut vraiment, sur une thématique très technique ou très poussée, te faire une infographie que tu peux afficher dans ta chambre ou même dans une classe de cours, par exemple. Pour réviser et tout. Pour réviser, pour comprendre le mécanisme des choses. Et franchement, des fois, c'est assez bluffant. Moi, j'ai un ami qui est ascensoriste et qui travaille sur la mise en place, sur la maintenance des ascenseurs, vraiment très poussé. Et il m'a dit, tiens, demande à ton IA sur tel nouveau système d'ascenseur qui existe et tout.
et on a pondu une infographie. Ok. Et il m'a dit, franchement, c'est mieux que ce que j'ai pu voir dans certains livres. Ah ouais, carrément. Donc, franchement, pour moi, si vous êtes étudiant et que vous n'utilisez pas Notebook LM, vous passez à côté de quelque chose. Ouais, mais n'importe qui, du coup. Et même, Ouais. même par ailleurs. Ouais. Moi, j'ai plusieurs sujets. Là, j'ai une petite parenthèse que tu as ouverte que je voulais approfondir. Ouais. Tu parlais justement des risques de l'IA. Ouais. Tu vois, par exemple, tu dis qu'il faut fournir souvent du contexte, il faut donner des informations à l'IA, il faut la nourrir. La donnée, elle est sur Internet. Il y avait une personne qui m'avait expliqué comme quoi, bah, justement, les nouveaux modèles, en fait, ils ont quasiment tout Internet en savoir. Et du coup, c'est ce qui se met à jour régulièrement. Au niveau de la donnée et tout, on ne peut pas parler d'IA sans vraiment parler de données, tu vois. Et concrètement, c'est quoi les risques, etc., qui peuvent exister vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment Ouais. En fait, à ce niveau-là, tu as deux niveaux, entre guillemets, de sécurité. Premièrement, c'est que quand tu mets quelque chose dans l'IA, quand l'IA elle se réentraîne, ces données peuvent être réutilisées pour réentraîner l'IA plus tard. Ok, ça c'est le premier niveau de risque dont tu dois te prémunir. C'est que, imaginons, tu as un brevet et que tu veux faire bosser l'IA dessus. Tu veux pas que 6 mois plus tard, quand ils sortent ChatGPT 6, qu'on demande un brevet sur ta thématique, ChatGPT le ressorte. C'est un risque qui est arrivé. On s'en est rendu compte quand ChatGPT 3 est sorti. Il y a des personnes qui ont mis des business plans, des brevets, des commercialisations. Ils ont challengé l'IA. Alors, comme l'a dit Jean, l'IA, elle va aller toujours dans votre sens, elle va dire c'est magnifique, elle va dire voilà, il va te donner peut-être des angles critiques si tu la challenges un peu, mais si tu ne mets pas, si tu le rentres pas dans le prompt, ça va pas se réaliser. Mais surtout le gros risque, c'est 6 mois plus tard, si tes concurrents demandent la même chose, on peut sortir. Et il y a déjà eu des failles de data leakage par IA qui ont été documentées, ça existe. Ça c'est le premier risque. Comment se prémunir de ça? Tu as deux niveaux. Soit tu prends un abonnement business. Donc, quand tu as un abonnement business, tu as une garantie, en fait, si tu regardes entre les petits lignes, tu as une garantie que ChatGPT, Claude, etc. diront que vos données d'entreprise ne seront pas utilisées pour nourrir l'IA. Mais seulement quand tu es dans l'espace entreprise. Si tu retournes sur ton espace perso, ça saute. Deuxièmement, même si tu as un ChatGPT plus un abonnement classique personnel, il y a une protection, c'est activer le chat éphémère. Donc, tu as un petit logo en haut à droite. Quand tu l'actives. Comme une navigation privée. Voilà. Mais par contre, tu n'as pas l'historique du chat. Par contre, là, tu as une protection que tes données ne soient pas réutilisées, mais tu ne pourras pas revenir plus tard dessus sur l'onglet chat pour reprendre là où tu en étais. Donc, soit tu prends l'abonnement pro, entreprise, pardon, soit tu actives le chat éphémère, mais tu perds l'historique. De toute façon, de manière générale, pour tout ce qui est données d'entreprise, il ne faut pas mettre de données... Là, on parle par exemple d'entrepreneurs, de personnes unipersonnelles, etc. Si c'est des données d'entreprise, il ne faut pas mettre de données d'entreprise dans les outils d'IA, surtout sur les outils gratuits, parce que ça peut vraiment se retourner contre vous. Ça peut être un retour de bâton assez important. Et encore plus, moi j'ai envie de dire, ceux qui utilisent en shadow l'IA alors que le client il l'autorise pas, mais que tu mets des données dans... Là, c'est encore pire, ça. Ouais, là, tu peux risquer gros. Et troisièmement, en fait, même si tu prends tous ces abonnements-là, etc., vu que ton provider, c'est sûrement un GAFAM, il y a le Cloud Act qui s'applique. Donc, ça veut dire que si l'administration américaine mène une enquête sur ton entreprise qui est basée en France, ils peuvent expatrier ces données, ils peuvent y accéder. Donc, premièrement, il y a est-ce que je protège mes données d'un réentraînement d'un LLM? Deuxièmement, est-ce que je protège mes données d'une fuite vers la souveraineté complète de ta donnée. Exactement. Ça, c'est intéressant. Je voulais vraiment évoquer ce sujet-là, tu vois. Donc, c'est intéressant de le voir d'un point de vue Experia et tout. Sachant que le podcast précédent, on a parlé purement cybersécurité. Là, je voulais avoir l'angle un peu plus intelligence artificielle. Et l'autre sujet, et ça, c'est mon esprit un peu plus business qui va parler, c'est que moi, tu vois, quand j'ai eu toute la... Tu vois, en fait, on disait, faut se former, il faut faire de la veille et tout. Moi, j'ai pas fait des études dans l'IA. Comment j'ai fait pour essayer de comprendre, etc. C'est tout simplement en essayant de pratiquer. J'ai ouvert les différents modèles, je leur ai demandé comment on fait ça, comment on fait ci. Attends, explique-moi un peu mieux ça, etc. Ça m'a grave fait avancer. Par exemple, chez Maître, j'ai ouvert le terminal, tu vois, écran noir et tout. Et au début, j'ai peur, moi, du terminal, tu vois. C'est un truc qui fait peur, moi, le truc noir et tout, ça fait peur. Et au final, maintenant, je kiffe. Tu vois, tu l'as vu, mon écran était noir et tout. Tu vois, j'étais trop fier de lui montrer. Et après, je l'ai paramétré. J'ai paramétré mes petits bots sur Telegram parce que j'utilisais OpenClaw, parce que j'ai fait
Mais tu me dis ça il y a un mois, je te dis c'est impossible. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a là, j'ai l'impression qu'on arrive de plus en plus à un nouvel arc où entre l'idée et l'exécution, il y a très 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 peu de temps. Et du coup, le temps de la réflexion, il est beaucoup plus pur, tu vois, il est beaucoup plus intense. Ouais. Et un mec qui a un business, une idée de business, il n'est pas obligé de mettre un budget excessif sur un designer, un truc, un développeur de site web Shopify ou un... Peu importe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça aujourd'hui? Bah là, t'as plus besoin. En fait, n'importe qui peut devenir entrepreneur maintenant. C'est le moment de se lancer dans l'entrepreneuriat si vous le souhaitez, parce qu'il y a tellement d'outils IA auxquels vous pouvez déléguer que ça s'accélère. Après, je sais pas si tu partages ça. Après, en fait, moi, ce que je suis d'accord avec ça, c'est que n'importe qui peut maintenant se lancer beaucoup plus facilement dans l'entrepreneuriat, mais ça rend aussi l'entrepreneuriat moins intéressant, entre guillemets. Pourquoi? Enfin, quand je dis moins intéressant, c'est dans le sens où demain, j'ai envie de lancer un produit. Si la barrière à l'entrée de ce lancement de produit est réduite, ça veut dire qu'il y a 5000 autres personnes qui sont aussi en capacité maintenant de lancer le produit. Et donc là où je vais me démarquer, ça va être dans mon time to market, c'est-à-dire dans comment est-ce que je vais pouvoir attraper le client le plus rapidement possible et ensuite garder ce client, garder ses clients même dans le cadre d'un produit. Donc c'est pour ça que c'est super important. Et parfois maintenant on rencontre des entrepreneurs qui, je sais pas quel nom leur donner, mais qui vont par exemple lancer plein de mini-business. Plein de mini-business parce qu'ils savent qu'à un moment donné, de toute façon, ça va mourir ou bien que Claude va sortir une feature qui va faire la même chose. Et que donc, en fait, ils vont lancer plein de mini-business pour prendre de l'argent, etc. Parce que parfois, le temps que tu réfléchisses à un business, tu te dises « Ok, en fait, c'est trop bien ça, ce sera utile. Je le lance. » Tu le lances. Le vendredi, il y a une mise à jour de Claude ou d'OpenAI. Et en fait, ton business, il est mort. Donc, je suis d'accord, il faut surtout tenter, il faut tester, il faut se lancer, mais ce qu'il faut surtout travailler, c'est le mindset. Et c'est là aussi que c'est super important par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que lorsqu'on travaille, il y a différents types de travailleurs. Tu as le travailleur que l'on paye pour faire des choses, et comme tout le monde peut faire des choses, on va dire qu'on n'a pas besoin, entre guillemets, je mets des guillemets, mais de connaissances, etc. Donc ces travailleurs-là, il y a des automatisations, par exemple dans les usines ou des robots, etc., qui peuvent remplacer, etc. Tu sais comment nous on les appelle, ceux-là? Comment? On les appelle les coolies. Ah ouais, les coolies, voilà. C'est ça, non? Donc ça, il y a ça. Après, tu as ce qu'on appelle l'école blanche. Ce sont les personnes que l'on paye parce qu'ils savent des choses et on en fait partie aussi avec Agent. Non, c'est plus management, on a des connaissances sur l'IA. Voilà, tu me poses une question, je peux te répondre parce que j'ai un bagage, etc., etc. Mais en fait, ces cols blancs-là, c'est l'intelligence artificielle générative qui commence à affecter un peu nos emplois. Et après, tu as les personnes que l'on paye un peu pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, voilà, tu fais une conférence parce que j'ai invité un an de grands chercheurs en IA. Il y a des personnes qui vont venir. Tu vois, ça, c'est des personnes, voilà, on les paye pour ce qu'ils sont. Et en fait, là où il faut faire attention, c'est qu'avec l'intelligence artificielle générative, la barrière à l'entrée, elle est de plus en plus basse. Fine, parce que l'intelligence, et ça c'est Sam Altman qui le dit, donc le président, enfin il n'est pas président, mais bon, cofondateur d'OpenAI, qui dit que l'intelligence va devenir une denrée gratuite. Ce qui est génial, parce que en fait, ça remet au niveau tout le monde. Mais en même temps, ça veut aussi dire que pour te démarquer, c'est dans ta singularité. C'est dans qu'est-ce qui fait que toi, tu es Nassir et que c'est avec toi que je vais parler et pas avec un autre. Et c'est ça qu'il faut que tout un chacun on puisse rechercher et utiliser l'IA comme un catalyseur de cette singularité pour exploser. Excellent. De toute façon, juste, excuse-moi, non. En fait, ce que j'allais dire, il y a en fait, on est dans des pays développés, tu vois. Et moi, j'ai quand même envie de remettre un petit peu de contexte international. Et les abonnements, ça coûte cher.
Tu vois, et pour nous, $200, $100 et tout, ça s'accompagne facilement. Mais franchement, je te garantis, dans un pays où la monnaie, elle est pas très élevée, tu me dis, ouais, faut aligner un GLM $200, même si c'est pas cher, ou un Nano Banana, un truc et tout, ça finit à des grosses factures mensuellement. Ouais. Et donc, même le fait de tester, il y a quand même une barrière à l'entrée financière, je trouve, sur certains pays, alors qu'il y a des mecs. Je suis pas 100% d'accord parce qu'il y a. Je te demande pas de lancer des cloud codes, de faire du Anand, d'avoir des factures de 400 balles par mois, etc. T'as pas besoin de ça. Tu peux déjà commencer à tester avec un Gemini gratuit, un ChatGPT gratuit. Go, un Go, c'est $4 dans les pays. Enfin, ils te l'offrent même gratuitement. Okay. Tu vois, voilà. Et en fait, déjà, tu vas augmenter tes connaissances, tu vas augmenter ta réflexion. Tu peux utiliser l'IA comme un partenaire d'entraînement. Tu vois. Et déjà là, tu vas catalyser, gagner en valeur. Donc, c'est pour ça que je pense que... Donc là, tu enlèves même une barrière psychologique. Franchement, j'ai pas fait exprès de lancer la question pour que tu me dises ça. Hein. Vraiment, j'y croyais. Et finalement, peut-être que je me fais un peu plumer, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est dans la contrainte qu'on crée les meilleures choses. Parce que tu prends la Chine, on leur a dit, plus de puces Nvidia. Ils ont dit, ah bon, ok. On va créer des modèles surpuissants, mais sur des vieilles puces. Ouais. Parce que, en fait, pour ceux qui ne savent pas, voilà, les États-Unis, ils ont bloqué l'export des puces qui permettent de te faire tourner des gros modèles d'IA. Et c'est grâce à ça que, voilà, on a eu des DeepSeek, on a eu des Qwen, on a eu tous ces modèles open source qui sont ultra frugaux. Et donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de ressources pour pouvoir tourner. Donc, moi, je suis persuadé que on va avoir des personnes dans les pays émergents, comme on dit, qui, avec des ChatGPT Go ou gratuits, vont nous faire des choses incroyables. Et on va se rendre compte que, waouh, alors que, par ailleurs, on a plein de gens, et je crache pas sur eux, mais qui sont, par exemple, à Station F, etc., qui vont cramer des sous parce qu'on leur a donné de l'argent et qu'ils ont levé du budget. Et derrière, en fait, en termes de ROI, où en sommes-nous ? Je sais pas. Ouais. Mais même OpenAI, hein, et après je termine là-dessus, mais OpenAI, je crois, ils crament 20 milliards par trimestre ou par mois, je sais plus exactement. Ouais, c'est des grosses machines, c'est des machines à cash, des trucs. Pour produire 2 milliards par mois. Ok. Ouais. Alors qu'à côté, tu as Mistral, qui est une entreprise, laboratoire IA entreprise française, qui a déjà qui produit déjà 200 millions par an et qui compte d'ici fin 2026 produire 1 milliard par an avec beaucoup moins de ressources. À un moment donné, OpenAI, il faudra bien qu'ils deviennent rentables. Tu vois, y a des gens qui disent too big to fail. On verra. Mais je pense que si... Et surtout, nous, on n'est pas OpenAI, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont Sam Altman. Et donc, je pense que si on veut lancer un business, on a besoin d'être frugal. Et en ce sens, c'est important de se dire, OK, comment est-ce qu'avec le minimum, je peux avoir le maximum ? C'est le rendement 80-20, quoi. Anand, on était sur ce volet-là. Tu voulais rajouter quelque chose ou pas ? Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que on parle beaucoup d'IA et tout, de remplacement et tout. Moi, je dirais surtout la compétence la plus rare sur le marché à venir, ça va être le commercial. T'auras beau... Enfin, parce que là, avec l'IA, tu as une capacité de développement tellement infinie. Tu es capable de produire des applications, des sites web, etc. Mais si derrière, tu n'as pas un salesman ou un commercial qui va vendre tes produits, bah, ça ne sert à rien de développer tout ça. Tu vois ? Okay. Donc, c'est pour ça que moi, je dis à tous les jeunes, tous les gens qui nous écoutent, développez votre esprit commercial. L'IA, elle va vous faire gagner du temps. Mais du temps, pourquoi ? Pour vous construire un réseau, pour communiquer, pour apprendre à vendre vos produits. Et c'est ça qui fera que tu vas te détacher de la masse des gens qui produisent avec l'IA à quelqu'un qui explose au niveau business. Incroyable qu'on parte sur ce volet-là. Tu vois, moi je pensais qu'on allait parler technique et tout. Et à la fin, j'ai un mec chercheur et tout. Il me dit ouais, le plus important c'est de bien vendre et tout. Et moi je suis quand même surpris de sa capacité à réseauter et tout. Il est toujours dans du networking et tout. Et franchement, au final il a raison. Mais tu vois, ce que je voulais rajouter, en fait, c'est pas forcément que la compétence commerciale. Moi, je pense, et ça, c'est un avis que je partage vraiment tous les jours avec Café Crème et à toute la team. C'est un truc que Imran, il dit tout le temps dans ses autres podcasts, dans ses autres vidéos, dans ses autres appels. En fait, c'est pas la compétence commerciale en tant que telle, c'est le fait d'être quelqu'un de confiance. Parce que exactement. Le business, c'est la confiance.
Et donc, du coup, quand tu es quelqu'un de confiance, tu délivres. Et donc, du coup, c'est ça qui crée de la compétence commerciale parce que tu finis par livrer le truc, tu vois. Au final, en fait, on finit toujours par gérer de l'humain. L'humain, ouais. Et en fait, comme dit Anand, ben, tu peux gérer de l'humain pour lui vendre quelque chose, tu peux gérer de l'humain pour lever des fonds, tu peux gérer de l'humain pour... Moi, dans mon métier, il y a une partie des choses pour lesquelles on me paye. Oui, c'est parce que j'ai des connaissances, c'est parce que voilà, je m'en sors bien. Mais au-delà de ça, c'est aussi parce que lorsque je m'adresse aux équipes techniques, ils comprennent, j'arrive à les embarquer. Lorsque je m'adresse au métier, ils voient que j'ai bien compris leurs besoins et que j'arrive à en fait mettre tout ça un peu en orchestre pour aller de l'avant. Ça, l'IA aura plus de mal à le faire parce que si demain tu reçois un mail de ton IA qui dit ouais, écoute Nassir, dépêche-toi d'envoyer le truc à telle personne. Ouais, mais en fait, t'en as pas envie, c'est une IA, c'est pas la peine, tu vois. Donc, c'est vrai que développer les relations humaines, comme a dit Anand, c'est ultra important. Et c'est vrai que c'est une compétence qui est très souvent mise à côté, en tout cas en Europe, alors que tu vois, aux États-Unis, tout de suite, on te dit Les soft skills. ok, à combien de personnes t'as parlé aujourd'hui? Ouais. On te met sur le devant À de la fond. scène, vas-y, parle, vas-y, lève la Les main, vas-y, fais TEDx, ci. les trucs et tout. Ouais, c'est la culture. C'est ça. C'est grave la culture. Mais après, en France aujourd'hui, en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire avec Café Crème Club, et en plus, Café Crème Community, enfin la communauté de freelance et tout, ça déchire qu'on finisse sur ça. Juste après, je vais faire un petit tac au tac là pour finir. Sur les bonnes pratiques, ok. Et comme ça on finira sur cette partie là, mais je kiffe le fait qu'on parle de ça parce qu'en gros nous aujourd'hui on anime une communauté, ce qui fait notre force c'est justement cette communauté, c'est de discuter, c'est de faire des réseaux, du networking, de parler sur d'autres sujets, etc. Par exemple, tu vois, on pousse par exemple les running clubs. Aujourd'hui, tout le monde a envie de se rencontrer, tu vois. Il y a des running clubs, il y a des trucs. Nous, on essaie de construire un running club Café Crème avec les freelances et tout. D'ailleurs, j'ai trop teasé, mais je vais l'annoncer à un moment donné. Ceux qui n'aiment pas courir, venez quand même. Ceux qui participent au Marathon de Paris, force à vous. Mais tu vois, les trucs comme ça, c'est ce qui va le plus rassembler au final, tu vois. Bah ouais. Et moi, je trouve que c'est grâce à ces endroits, à ces rencontres-là, qu'au final, on se dit, bon, bah, j'ai une opportunité qui vient, j'ai du travail qui vient. Parce que l'IA va pas... Il y a un truc qu'elle fera jamais, c'est qu'elle ne viendra pas vous chercher dans votre lit, elle ne viendra pas vous chercher à l'école. Il faut se bouger, Alors je pense. peut-être Elon Musk dira le contraire avec ses robots Tesla, mais oui, on tu verra. vois, je pense qu'on peut peut-être faire un deuxième épisode, parce que tu avais parlé de deux sujets qui m'avaient grave intéressé. C'est qu'aujourd'hui, on est encore à... L'IA, on parle, on a des voix, on a des trucs, mais quand l'IA va arriver au quantique et à la robotique, peut-être que ça va changer. Tu vois. Encore, et là, c'est vraiment comme dans les films de sci-fi, tu vois. Ouais. Rien que lorsque l'IA aura conscience du monde qui l'entoure, c'est d'ailleurs Yann Lequin, qui était le patron de la recherche chez Meta, a créé sa boîte là-dessus. Donc, dès lors que l'IA aura conscience du monde qui l'entoure, on a aussi des cas d'usage qui seront vraiment au-delà de ce qu'on peut penser. Donc, c'est sûr. Ça fait bien que tu parles de Yann Lequin. Il y a un petit tips. Quand tu veux détecter si une personne est experte IA ou non, tu lui demandes s'il connaît Yann Lequin. Ah ouais? Pour moi, tu peux pas te prétendre bon en IA si tu connais pas ce mec-là. Okay. C'est un peu le top 3 mondial en fait. C'est le père fondateur de l'IA et en France, il est tellement connu pour tout ce qu'il a fait que voilà. Et moi, et voilà, big up à lui. Et moi, j'ai eu l'occasion de le croiser 2 fois, une fois à Grenoble et une fois à Vivatech. Mais c'est un gars que j'admire, tu vois. Et moi, ça me fait chier que sur certains mecs sur LinkedIn, ils mettent expert IA. Ok, tu t'essaies de creuser un peu, tu lui demandes, ok, tu connais Yann Lequin? Il te dit non. Bah écoute, non. Pour moi, tu peux pas sauter des étapes comme ça, tu vois. Ouais, ok. C'est vrai que c'est un peu comme parler de foot sans connaître Ronaldo ou Messi. Voilà. Cristiano, Messi, ouais. Ou même Zidane, tu vois. Exactement. Par exemple. Exact, ouais. Du coup, vite fait, les bonnes pratiques, ce que tout le monde devrait faire aujourd'hui, là, en 2026, très actuel, pour commencer, c'est quoi les bonnes pratiques pour se former? C'est quoi le petit tips pour rester à jour et tout? Tu avais dit vite fait la veille, mais si on se donne un petit... Une bonne pratique de manière générale, pas seulement pour se former, mais toujours partir de son cerveau. Okay. C'est-à-dire ne pas dire à l'IA, ok, rédige-moi ça, fais ça. Ou ça. Plutôt lui dire, voici ce que je compte faire, voici mon objectif, voici ce que j'ai déjà
préparé. Ok. Un, qu'est-ce que tu en penses? Deux, comment pourrais-tu l'améliorer? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, etc. Surtout, pose-moi des questions qui me permettraient d'étayer un peu ce que je pense faire. Et c'est là, en fait, que non seulement tu utilises l'IA pour avoir un contenu qui sera qualitatif, mais en plus de ça, toi, tu stimules ton cerveau. Et ça n'a pas de prix. Ok, super. Bonne pratique, c'est au final. Ouais. Moi, je rajouterais mettre un rôle à l'IA. En fait, nous, on pense que ChatGPT ou Claude, c'est un gros cerveau qui connaît tout. Non, en fait, il y a plein de petits cerveaux experts dans les maths, l'informatique et ainsi de suite. Donc, pas tout le temps, mais sur des questions très précises, quand tu veux qu'elle te rédige des choses ou qu'elle te produise quelque chose, ça peut valoir le coup de lui donner un rôle. Un rôle, c'est quoi? Je veux faire un contenu de marketing digital. Je vais lui dire, tu es directeur artistique spécialisé dans le secteur du luxe. Si je suis spécialisé dans le secteur du luxe, avec 10 ans d'expérience, et après, je vais lui dire qu'est-ce qu'il faut que l'IA réalise derrière. Le rôle est super important. Il y a beaucoup de documentation, beaucoup de recherches qui a été fait. Pourquoi c'est important? Et ça, je le vois très souvent quand je fais de la formation, de la culturation à l'IA. Beaucoup de gens zappent cette partie rôle, alors que pour moi, c'est quasiment la première chose à mettre dans un prompt. Ouais, tout à fait. Ok. Bah, tu vois, en plus, on parle souvent de ça, on parle de prompt engineering et tout, parce que aujourd'hui, l'une des compétences les plus importantes, ça va être justement de faire bien ses prompts, parce que ça va tout changer en fait. Une personne qui va mal faire ses prompts, ou celui qui va injecter des mauvaises choses, c'est vraiment le bon conseil que tu donnes toujours en formation, c'est ça que tu me disais, c'est que d'abord apprendre à bien prompter. Il y avait un petit tips que tu donnais, c'était craft, non? Craft, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour contexte, rôle, action, ton et format. Enfin, format et ton, du coup. Format et ton, et tu peux aussi inverser sinon ton et Ouais, format. mais après, moi, je mets craft pour le moyen mémotechnique, mais ça vaut le coup de mettre le rôle avant le contexte. Ok. Et voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on a dit tout ce qu'on avait à dire, et la tournure qu'elle a... Ouais, je voulais peut-être juste parler d'un sujet qui est, qui est généralisé. On a parlé de la data et de l'IA, mais il y a un vrai sujet aussi qui est lié aux fake news. Et en fait, avec l'avènement de l'IA, on a de plus en plus de cyberattaques, on a aussi de plus en plus d'arnaques, de phishing, on a aussi de plus en plus de choses qui sont fausses. Mais l'autre problème, c'est la crise de vérité. C'est-à-dire que comme on a plein de choses qui sont fausses et que notre cerveau sur les réseaux sociaux il commence à devenir habitué à ce qui est faux, en fait, lorsqu'on nous présente des choses qui sont vraies, on met en question la chose qui est vraie. Et là, par exemple, en ce moment, il y a des conflits, des guerres, des attaques un peu partout dans le monde. Et parfois, on peut avoir des photos, des vidéos. Fausses vidéos et tout, ouais. Tout de suite, on va se dire c'est une fausse vidéo, mais parfois, ça peut être une vraie vidéo. Et on va se dire non, mais en fait, il se passe pas ça. Et donc, dans notre cerveau, on va minimiser ce qui se passe en se disant, mais de toute façon, c'est une fausse vidéo. Vous voyez, alors que des fois, ce sont des vraies vidéos. Et je parle pas de ça juste pour les conflits, je parle de ça pour tout et rien. Et c'est pour ça que, comme l'a dit Anand, il faut vraiment travailler l'esprit critique. Et travailler aussi la recherche de sources. Et c'est Esterium sur Instagram qui avait fait une vidéo que j'ai trouvée très intéressante là-dessus. Parce que pour le 1er avril, elle avait fait une vidéo sur un espèce de prank. Et en fait, derrière, les gens sur Google, ils ont commencé à chercher est-ce que c'était vrai son prank. Et elle a dit, vous voyez ce que vous avez fait là? Parce que c'est le 1er avril, il faut que vous le fassiez tous les jours. Et surtout les jeunes, arrêtez de vous dire, je l'ai demandé à l'IA. Donc c'est vrai. Si l'IA a dit que c'est vrai, c'est vrai. Si Grok a dit que c'est vrai, c'est vrai. Non, pas forcément. L'IA peut halluciner. La question qu'on pose toujours à Grok, c'est Grok, is it true? Sous chaque tweet. Alors je dis pas, enfin dans 95% des cas, il est quand même assez bon. Mais ça n'empêche que dans les 5% des cas où il va se tromper, en fait, voilà. Donc ne pas hésiter à vraiment fact-checker les choses. En fait, on doit se muscler son esprit humain finalement. C'est ultra important. Ultra important. Et peut-être dernière prévention. Faites attention à tout ce qui est vidéo, audio. Donc il y a beaucoup d'arnaques audio, des personnes qui font des virements bancaires. L'arnaque au président. Comme l'arnaque au président, genre la pression, on fait genre quelqu'un qui prend la voix d'un Inde et il dit Exactement. Et ça se copie maintenant avec tout ce qui est avancé IA. En 2 secondes, je copie la voix de qui je veux. Ok. Donc moi j'ai prévenu mes parents, si vous n'avez pas un coup de fil avec mon numéro à moi,
il faut forcément penser à un truc que seul toi et moi on connaît. Donc mettez en place ces Des cellules. mots de passe. Pas des mots de passe, mais Oui, genre des- quelque des- chose, ouais, quelque tu chose vois, que tu que sais que c'est que lui qui peut c'est savoir. que lui qui peut L'humain savoir. qui peut le savoir. Gardez le bon soupçon. Pas tout le temps, ça sert à rien. Si je te communique depuis mon numéro à moi, ouais. Mais si je te demande de virer Ouais. 5000 euros sur mon compte, oui, bon là, quand même, tu vérifies que c'est bien moi. Et faites bien attention à tout ça parce que ça va se démultiplier dans les années à venir. Ouais. C'est cool. Donc, voilà. Bah écoute, Anand, merci pour tes conseils, merci Jean pour ton intervention hyper intéressante, hyper pertinente. Au final, on en a appris plus et surtout l'idée, c'est de comprendre, tu vois, sur quelle situation on est au niveau de l'IA. Donc franchement, je vous remercie. Sur quoi on peut te retrouver, Anand? Je sais, sur LinkedIn, Anand Kandasamy. Ouais. Sur quoi d'autre tu communiques? Sur quoi on peut te suivre? Après, j'ai que LinkedIn pour le moment. Ouais. Il faut que je fasse ma page Instagram et tout. Mais Et t'as en un fait, site aussi, non? j'ai un site, c'est anandkandasamy.com. Est-ce que si par exemple il y a des gens qui nous voient aujourd'hui qui veulent intervenir, faire de la transfo, mettre en place l'IA chez eux en tant qu'entreprise, s'il y a des boîtes qui nous voient et tout, ils Ouais. peuvent te solliciter aussi? Bien sûr. Ouais. Ça y est. Très bientôt, je vais communiquer dessus, donc il faut vraiment me suivre sur LinkedIn. Ok, Mais il va y avoir une très belle offre qui va démarrer très prochainement. ok, cool. Et toi Jean, sur Alors, LinkedIn? Oui, sur LinkedIn, Jean Slégel Guillaume. En Ok, fait, je m'appelle Jean Slégel, c'est mon prénom complet et c'est un prénom assez unique, donc vous serez certain de tomber sur moi. Donc Jean, espace Slégel, S-L-E-G-E-L. ok, Guillaume, voilà. ok, ça marche. Et nous, c'est simple, Café Crème Club sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. On a essayé de commencer TikTok. On va mettre les shorts aussi du skill sur TikTok. YouTube, il faut s'abonner. Pensez à vous abonner sur la chaîne YouTube parce que la chaîne YouTube, elle est toute nouvelle. On essaye de faire le format. Le webinaire, on fait des webinaires tous les mois en ce moment. On fait des rencontres. J'ai parlé des rencontres, donc les brunchs, les cafés, etc. On communique dans les différents groupes. Et le plus important, c'est sur LinkedIn. Donc, Café Crème Club sur LinkedIn, Café Crème Média aussi sur LinkedIn. Et merci Ton à LinkedIn vous. perso. Mon LinkedIn perso, Nasser Mohamed, je vous le mets dans la description. Suivez-moi et puis on pourra se rencontrer dans les différents événements. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.